faire parvenir d'urgence une mitrailleuse légère de soutien. Informez immédiatement le poste de commandement central que nous lançons l'attaque. Ils doivent envoyer des rochoirs. Séparez-vous. Sergent, prenez la flanc avec Poison. Je vous couvre avec un tir de protection. Vérifiez les armes. Pour cette occasion précise et cruciale, nous sommes absolument déterminés à faire en sorte que tout se déroule sans le moindre accroc, car nous ne voulons absolument pas faire face à un quelconque problème d'enrayement technique qui pourrait compromettre la réussite totale de notre opération actuelle. Prenez toute la position, avec 3 hommes. Je vous couvre avec un tir de protection. Non, d'après nos informations, il n'en reste que quelques centaines dans la position ombilicale. Je veux savoir combien ils sont. Le décor était planté le 5 juillet, lorsque les Allemands ont lancé l'opération Citadelle. Malgré une résistance soviétique tenace et des lignes défensives redoutables, l'offensive allemande progressait régulièrement, décimant les divisions blindées soviétiques. Cependant, un moment décisif eut lieu le 10 juillet, lorsque le 2e corps de Panzer SS réussit à percer la 3e ligne défensive soviétique, avançant vers la ville de Prokhorovka. Cet événement déclencha une vive alerte au sein du haut commandement soviétique. Cette tension accrue mena finalement à une contre-attaque spectaculaire des Soviétiques le 12 juillet. En 1943, lors d'une bataille qui entrerait dans l'histoire comme l'un des affrontements les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale, les défenseurs soviétiques se retrouvaient dans une situation critique face aux formations allemandes d'élite de toute la guerre, en première ligne. La division Totenkopf tenait le flanc gauche, la Leibstandarte occupait le centre et la Das Reich commandait la droite. La scène était désormais prête pour un affrontement épique. La Waffen-SS contre les forces blindées d'élite de l'Union soviétique. Le général Paul Hauser, à la tête du 2e corps de Panzer SS, avait envisagé une avancée continue vers Prokhorovka. Après le succès initial à Koursk, dans la soirée du 11 juillet, il donna l'ordre de préparer une bataille de manœuvre traditionnelle pour l'attaque du lendemain, conscient de la forte présence soviétique avec de nombreux canons anti-chars à l'ouest. Les pentes devant Prokhorovka. Un assaut direct par la Leibstandarte semblait irréalisable. Par conséquent, un plan stratégique fut élaboré, lançant l'attaque au nord de la rivière Psel. Totenkopf devait avancer vers le nord-est, en direction de la route Kartachelka-Prokhorovka, puis pivoter vers le sud-est pour approcher les positions soviétiques à Prokhorovka. Depuis une position avantageuse sur le flanc et l'arrière, il fut ordonné à la 1e et à la 2e division SS Panzer de patienter jusqu'à ce que l'offensive de Totenkopf ait suffisamment désorganisé les positions russes. Une fois que les soviétiques à Prokhorovka se retrouveraient sous la pression de Totenkopf, la Leibstandarte devait entrer dans la mêlée en traversant les principales défenses soviétiques sur le versant ouest avant Prokhorovka, tandis que Das Reich, positionné à la droite de la Leibstandarte, devait avancer vers l'est afin de sécuriser les hauteurs au sud de Prokhorovka. Ensuite, Das Reich devait se tourner vers le sud, contourner Prokhorovka pour démanteler la ligne soviétique et créer une brèche dans leur défense. En ce qui concerne le soutien aérien, le 8e corps aérien allemand devait concentrer ses principaux efforts sur l'appui à l'avancée du 2e SS Panzerkorps. Pendant ce temps, le 48e Panzerkorps, à l'ouest, se voyait attribuer des ressources aériennes limitées pour ses opérations. Ce plan méticuleusement coordonné visait à exploiter les forces de chaque division au sein du 2e SS Panzerkorps, afin de maximiser leur impact collectif lors de la bataille à venir de Prokhorovka. À l'insu du général Hauss, dans la nuit du 11 au 12 juillet, le lieutenant-général Pavel Rotmistrov prit une initiative stratégique en déplaçant sa prestigieuse 5e armée de chars de la garde vers un point de rassemblement. Cet emplacement était situé juste au sud de Prokhorovka. Cette manœuvre constituait une étape cruciale pour préparer une importante attaque blindée prévue pour le lendemain. À l'insu des forces allemandes, les sons inquiétants des moteurs de chars russes résonnaient dans la nuit alors que les 18e et 29e corps de chars se mobilisaient et prenaient position, chacun dans ses zones de rassemblement respectives à l'est. La scène était en train d'être préparée pour une confrontation majeure avec Rotmistrov. La 5e armée de chars de la garde de Rotmistrov était prête et sur le point de lancer une offensive blindée massive qui allait bientôt s'abattre sur les soldats allemands pris au dépourvu. Le 11 juillet, Vatertin émit une directive ordonnant aux armées du front de Voronezh de lancer une offensive le lendemain, constituant ainsi la composante sud d'une offensive soviétique plus large dans une manœuvre stratégique. Le front de la steppe, incluant la redoutable 5e armée de chars de la garde, fut déployé depuis la réserve pour affronter et démanteler les forces allemandes de pointe. La 5e armée de chars de la garde reçut le soutien de l'infanterie de la 5e armée de la garde et de la 69e armée. L'assaut fut renforcé par 5 régiments d'artillerie, une brigade d'artillerie
et une division d'artillerie au sud de la 5e armée de chars de la garde. Le 2e corps de chars de la garde et le 2e corps chars, déjà affaiblis, reçurent pour mission d'attaquer les positions tenues par la division d'Asreich, placée en réserve au nord de Prokhorovka. Le 5e corps mécanisé de la garde attendait de nouveaux ordres. Rotmistrov, le commandant, ordonna à ses tankistes d'avancer rapidement, dans le but d'engager les blindés allemands à grande vitesse et de neutraliser les avantages des Ferdinand et des chars Tigre, notamment en termes de portée et de puissance de feu. Rotmistrov pensait que l'agilité des T-34 leur permettrait de s'approcher rapidement et d'obtenir des tirs de flanc efficaces contre les chars lourds allemands. Cependant, des complications surgirent lorsque Rotmistrov se rendit compte que la Leibstandarte avait déjà occupé les zones de rassemblement prévues pour ses forces. Ce développement inattendu le força à réviser rapidement ses ordres pour la 5e armée de chars de la garde, adaptant la stratégie aux nouvelles circonstances sur le champ de bataille. L'affrontement imminent à Prokhorovka fut marqué par la nature dynamique et évolutive des dispositions stratégiques des deux camps. Dans la nuit du 12 juillet, le commandement soviétique reçut des renseignements alarmants, indiquant que les forces allemandes avaient réussi à traverser le Donetsk Nord à Arzaoues, également connu sous le nom de Rjaris, ce qui représentait une menace importante pour la stratégie méticuleusement planifiée de Rotmistrov. Ce développement compromettait le flanc de la 5e armée de chars de la garde et nécessitait une action urgente. Tôt le 12 juillet, Vatutin, le commandant soviétique, donna l'ordre à Rotmistrov d'envoyer des renforts pour renforcer les forces soviétiques faisant face au 3e corps Panzer. En réponse à la directive de Vatutin, Rotmistrov organisa rapidement un groupe de combat sous la direction de son adjoint, le général K.G. Trifanov. Ce groupe de combat comprenait la 26e brigade de chars du 2e corps de chars de la garde, ainsi que les 11e et 12e brigades mécanisées de la garde, des brigades mécanisées de la 5e d'Erd, du corps mécanisé et du 53e régiment de chars de la garde, régiment de chars de la 5e, armée de chars de la garde. Des unités supplémentaires de la réserve furent également rattachées au groupe, alors qu'il se dirigeait vers le sud. Fait remarquable, Rotmistrov engagea plus de la moitié de ses réserves dans cette avancée essentielle et improvisée, en les déployant stratégiquement. Avant le début de la bataille de Prokhorovka, simultanément, Vatutin, conscient de la gravité de la situation, concentra les efforts de l'armée de l'air rouge sur le 48e corps de Panzer à l'ouest. Cette allocation du soutien aérien visait à contrer la menace posée par les forces allemandes dans ce secteur, soulignant la nature dynamique et adaptative de la réponse soviétique face aux défis évolutifs de ce front. Envoyez-nous une équipe de mitrailleuses. Informez l'état-major de Pomoma. Nous attaquons, ils doivent envoyer des renforts. Sergent, prenez le flanc avec 3 ânes. Je vous couvre avec un tir de soutien. Vérifiez les rapports de 0600 qui affluaient au quartier général de la Leibstandarte, signalant le bruit indubitable de nombreux moteurs de chars. Alors que les équipages de chars soviétiques se préparaient à l'assaut imminent, la tension monta d'un cran lorsque les soviétiques lancèrent un bref barrage d'artillerie entre 0600 et 0615. Les derniers obus résonnèrent sur le champ de bataille à 0630. Rotmistrov transmet les mots codés « Stal, Stal, Stal » acier, 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 donnant ainsi l'ordre décisif de lancer l'attaque avec ce commandement. Les forces blindées de la 5e armée de chars de la garde se lancèrent en avant, marquant le début de leur avancée résolue contre les positions allemandes. C'était le début de la bataille de Prokhorovka, descendant des pentes ouest précédant Prokhorovka. Une imposante formation de blindés soviétiques, composée de 5 brigades de chars, entra dans la mêlée. Les 29e et 18e corps de chars menèrent la charge avec leurs T-34 et T-70, avançant rapidement et déchaînant leur puissance de feu à mesure qu'ils se rapprochaient de la cible. Chacune des 5 brigades blindées, approchant des positions de la Leibstandarte, disposait d'un arsenal impressionnant, comprenant 60 à 65 chars par brigade. Fait remarquable, les tankistes russes manœuvraient dans le couloir en direction des lignes allemandes. Ils transportaient sur leur pont les soldats de la 9e division parachutiste. Cette collaboration mettait en avant une attaque multifacette, combinant la rapidité et la puissance de feu des chars avec la présence de forces terrestres prêtes à intervenir. Environ 500 chars et canons automoteurs formaient l'avant-garde de cette offensive massive, avançant en 2 vagues substantielles. Le premier échelon comprenait 430 chars, tandis que la seconde vague suivait de près, avec 70 chars supplémentaires.
L'ampleur même et la nature coordonnée de cette attaque soulignaient la détermination et la planification stratégique mise en œuvre par les forces soviétiques dans leur tentative de briser les défenses allemandes et de renverser le cours de la bataille de Prokhorovka, épuisées et fatiguées par les engagements précédents. Les troupes de la Leibstandarte se trouvèrent prises au dépourvu, n'anticipant pas une reprise immédiate des hostilités et s'attendant à une accalmie jusqu'à plus tard dans la journée. Cet effet de surprise eut un impact significatif sur leur préparation et leur capacité à réagir à la menace imminente. Un bataillon du 2e régiment de Panzergrenadiers SS de la Leibstandarte était stratégiquement positionné sur le versant opposé de la colline 252.2, une position qu'il avait sécurisée la veille. À la base de la colline 252.2 se trouvait un fossé anti-char soviétique, ajoutant une difficulté défensive supplémentaire pour les forces allemandes. Les Allemands se précipitèrent vers leur position. Au loin, ils pouvaient voir des centaines de blindés soviétiques foncer droit sur eux. À ce moment-là, il fallait tout donner ou ne pas rentrer chez soi. Alors que l'offensive soviétique se déployait, les avant-postes allemands donnèrent l'alerte en tirant des fusées éclairantes violettes, signalant une attaque massive de chars imminente. Ce signal visuel se propagea rapidement sur tout le front, des fusées violettes illuminant le ciel. L'Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop, à la tête du 2e bataillon du 1er régiment SS Panzer, comprit la gravité de la situation et réalisa qu'une attaque majeure était en cours. En réponse, il ordonna rapidement à sa compagnie de 7 Panzer IV de se mobiliser en franchissant un pont construit par les pionniers au-dessus du fossé anti-char. Ils se déployèrent sur la pente inférieure de la colline 250.2. Pendant ce temps, au sommet de la colline 252.2, Joachim Peiper, ses panzergrenadiers de la 2e SS et leur Half-Track blindés faisaient face à une attaque écrasante et étaient submergés par les forces soviétiques en progression. Alors que les tankistes de Ribbentrop se déployaient sur la pente inférieure, il observait la scène qui se déroulait sur le flanc de la colline. Il racontait « Devant moi apparurent 15, puis 20, puis 30, puis 40 chars. Finalement, il y en avait trop pour pouvoir les compter. Les T-34 avançaient vers nous, à toute vitesse, transportant de l'infanterie montée. La nature inattendue et l'écrasante de l'avancée soviétique représentaient un défi redoutable pour les défenses de la Leibstandarte, préparant le terrain pour une bataille décisive et intense sur la colline 252.2. Alors que les tankistes soviétiques dévalaient le versant ouest de la colline 252.2, une bataille de chars intense et âprement disputée éclata. L'affrontement s'intensifia rapidement lorsqu'un Panzer IV, à la droite de Ribbentrop, prit feu au milieu du chaos. Le chaos était qualifié de démentiel. Les chars soviétiques enfonçaient les lignes allemandes, ce que cette division n'avait encore jamais vu pendant toute la guerre. Un mémoire relatait la chaleur à l'intérieur de son char, les cris incessants et la panique sur toutes les transmissions radio. Et les Panzers savaient que si cette offensive soviétique n'était pas stoppée tôt ou tard, ils ne quitteraient pas vivants cette steppe russe. Les chars soviétiques, tout en avançant, déchaînèrent un barrage de tirs, bien que leur rapidité et leur progression compromettent leur précision. La tactique de Rotmistrov, qui consistait à s'approcher rapidement, exerçait non seulement une pression immense sur les forces allemandes, mais perturbait également le contrôle et la coordination des formations de chars soviétiques. La dynamique du champ de bataille devint un maelstrom de chars manœuvrants et de tirs nourris. Ironiquement, le renseignement soviétique avait largement surestimé le nombre de Ferdinands et de Tigers au sein du 2e corps SS Panzer. En réalité, il n'y avait aucun Ferdinand avec la 4e armée blindée, car ils avaient tous été déployés au nord avec la 9e armée parmi les 3 divisions du 2e corps SS Panzer. Seuls 15 chars Tiger étaient disponibles, 10 étant positionnés au nord de la rivière Psel aux côtés de Totenkopf. Leibstandarte ne disposait que de 4 Tiger opérationnels, tandis que Das Reich n'en possédait qu'un seul. Le contraste frappant entre les effectifs anticipés et réels compliquait davantage la dynamique de la bataille, révélant les erreurs de calcul stratégique du renseignement soviétique. La rareté des chars lourds allemands dans ce secteur se fit sentir durant cette lutte continue pour le contrôle de la colline 252.2 sur la droite. La situation était tout aussi difficile alors que les combats se déroulaient sur le vaste champ de bataille au sud-ouest de Prokhorovka. L'affrontement entre Das Reich et les forces soviétiques s'intensifia. La division allemande lança son assaut depuis une position stratégique située à plusieurs kilomètres, dans le but de s'enfoncer plus profondément en territoire ennemi et d'aider à soulager la Leibstandarte. La nature chaotique et intense de l'engagement devint évidente alors que les groupes de combat agressifs soviétiques entraient en action. Le 2e corps de chars et le 2e corps de chars de la garde soviétique affrontèrent les pointes de l'avance de Das Reich.
Les régiments allemands, bien équipés et hautement entraînés, se heurtèrent à une opposition redoutable de la part des groupes de combat soviétiques, chacun composé de 20 à 40 chars, soutenus par de l'infanterie et des avions d'attaque au sol. Le grondement tonitruant des moteurs de chars, les claquements secs des tirs et les explosions assourdissantes des obus d'artillerie créaient une cacophonie guerrière qui résonnait à travers l'immense étendue du champ de bataille. L'affrontement entre Das Reich et les unités d'élite blindées et d'infanterie soviétique transformait le paysage en un chaos tourbillonnant de poussière, de fumée et de l'odeur âcre du métal en feu. Les forces soviétiques, déterminées à défendre leur position, lancèrent de féroces contre-attaques contre les divisions allemandes en progression. Les chars manœuvraient avec agilité à la recherche de positions avantageuses, tandis que les unités d'infanterie combattaient farouchement dans les tranchées et à découvert. Das Reich, conscient de la gravité de la situation, répondit par des tactiques coordonnées et des manœuvres stratégiques. Les équipages de chars allemands firent preuve de leur habileté et de leur précision en s'engageant dans des duels mortels avec leurs homologues soviétiques. Les groupes de combat des régiments de Das Reich, faisant face à un assaut implacable, démontrèrent leur résilience et leur capacité d'adaptation en ajustant leur formation pour répondre à la dynamique sans cesse changeante du champ de bataille. Pendant ce temps, sur le flanc gauche du champ de bataille, une lutte parallèle se déroulait, alors que des éléments de la première armée de chars soviétiques s'efforçaient d'écraser la tête de pont de Totenkopf, la redoutable division SS. Totenkopf s'est avéré être un obstacle redoutable, repoussant avec succès les assauts répétés des 31e et 10e corps de chars. De plus, des éléments du 33e corps de fusiliers apportaient leur soutien aux forces soviétiques, tout en tentant de combattre la tête de pont de Totenkopf. Le champ de bataille sur le flanc gauche devint le théâtre d'affrontements intenses, avec le bruit distinct des chenilles de chars et des tirs d'artillerie, résonnant à travers le Caire. Malgré les efforts persistants des forces soviétiques, le groupe de Panzer de Totenkopf fit preuve d'une résilience et d'une détermination inébranlables. La division SS non seulement tint sa position, mais avançait progressivement vers une route stratégique menant du village de Katashevka. Cette route en particulier, s'étendant au sud-est à travers la rivière, revêtait une importance stratégique, car elle menait finalement à Prokhorovka. Le mouvement calculé de Totenkopf vers cet axe clé montrait leur intention de jouer un rôle crucial dans la dynamique en cours de la bataille de Prokhorovka. Les divisions visaient à sécuriser et contrôler cette route vitale, influençant ainsi l'acheminement des renforts et des approvisionnements vers la tête de pont et l'ensemble du front. La progression des unités blindées soviétiques a rencontré un obstacle majeur à la base de la colline 252.2, en atteignant le redoutable fossé anti-char désormais aux mains des Allemands. Certains véhicules sont entrés en collision avec le fossé de 15 pieds, tandis que d'autres avançaient prudemment. Ils manœuvraient le long de son bord, cherchant un point de passage praticable. D'intenses échanges de tirs ont alors éclaté entre les blindés soviétiques et les deux compagnies restantes du 1er bataillon de Panzer SS situé sur la côté opposée du fossé. Au cœur de cet affrontement, les chars soviétiques cherchaient un passage pour franchir l'obstacle. Simultanément, alors que les premières vagues de chars soviétiques passaient, les Panzer grenadiers survivants sous le commandement de Piper sortirent des tranchées. Leur mission était d'affronter les parachutistes soviétiques et de contrer les chars russes à l'aide de charges creuses magnétiques. L'affrontement s'intensifia, entraînant la perte de 20 halftracks du bataillon au cours des combats. Certains de ces véhicules furent détruits alors qu'ils tentaient d'éperonner les chars russes nettement plus lourds. Un effort désespéré pour les empêcher de semer la destruction au sein de la compagnie. Il est rapporté que des soldats de la première SS combattaient physiquement les parachutistes soviétiques dans les tranchées. À ce stade, les combats étaient très sanglants et féroces. Couteaux, pelles, tout objet pointu capable de tuer était utilisé. Le vacarme assourdissant des chars et la marche rythmée de l'infanterie soviétique résonnaient dans l'air. Nous nous sommes préparés, sachant que les chances étaient contre nous. Nos tranchées étaient notre seul refuge, alors que nous serrions notre canon anti-char et attendions que la tempête s'abatte sur nous. Les premiers coups de feu retentirent, marquant le début d'un ballet brutal de combat au corps à corps. Les soviétiques se sont abattus sur nous avec une férocité qui reflétait notre propre désespoir. Leur nombre semblait illimité, le chaos s'est installé alors que les baïonnettes s'entrechoquaient, que les poings volaient et que les cris des blessés se mêlaient aux hurlements sauvages de la bataille. Je me suis retrouvé engagé dans une lutte désespérée avec Ivan. Nos regards se sont croisés dans une compréhension muette de cette danse de vie ou de mort. Nous étions plongés dans l'âcre odeur de la poudre et de la sueur qui emplissait l'air, luttant pour prendre le dessus au milieu du tumulte de la guerre. Son souffle brûlant frappait mon visage alors que nous nous opposions de toutes nos forces. Nos uniformes étaient souillés par la boue de la Care.
Les bruits lointains des chars et de l'artillerie s'estompaient à l'arrière-plan, tandis que le monde se réduisait à la lutte entre deux hommes se battant pour survivre. Nous échangions des coups, chaque frappe, une énergie primitive parcourant nos veines. Le goût du sang persistait dans ma bouche, alors que j'assénais un coup désespéré, prenant momentanément l'avantage. Pourtant, j'ai réussi à maîtriser. Je me souviens avoir regardé autour de moi dans le tourbillon chaotique de la bataille. La frontière entre amis et ennemis devenait floue. C'était devenu un combat instinctif et implacable pour la survie, alimenté par la peur d'être submergé par la marée humaine qui cherchait à nous engloutir. La terre sous nos pieds était transformée en un champ de bataille boueux, reflet du conflit intérieur qui faisait rage dans nos cœurs. Au fil de la journée, la lutte devenait une épreuve d'endurance. Le flux et le reflux de la bataille changeaient et je me retrouvais à chanceler, la fatigue menaçant de m'envahir. Et je me souviens avoir baissé les yeux et avoir vu que j'avais reçu une balle dans le bas du flanc. Pourtant, la détermination à tenir bon et à résister à l'avancée implacable m'a poussé à rassembler les forces nécessaires pour un dernier effort désespéré. Il devrait envoyer des renforts. Compartiment du gardien de la Malais, positionnez-vous sur le flanc, en groupe de 3, et attendez le moment opportun pour agir. Ouvrez le feu immédiatement. Aucun problème de chargement. Cela nomme clairement chacun d'eux. Au-dessus du champ de bataille, les 2e et 17e armées de l'art soviétique ont effectué un total de 893 sorties, dépassant le Fliegerkorps allemand qui en a réalisé 654 au-dessus de la partie sud du saillant. Il est à noter que la majorité des sorties soviétiques ce jour-là visaient le 48e corps de Panzer à l'ouest et le 3e corps de Panzer au sud-sud. Malgré le nombre globalement plus élevé de sorties des armées de l'air soviétique, la Luftwaffe a maintenu la supériorité aérienne au-dessus du champ de bataille de Prokhorovka. Cependant, l'efficacité des opérations aériennes a été entravée par de bas nuages le matin et des orages l'après-midi, affectant les deux camps dans le ciel au-dessus de Prokhorovka. La Luftwaffe a exercé une domination sans égale en déployant de redoutables formations de Stukas déchaînés, semant le chaos sur le champ de bataille. Parmi ces maraudeurs aériens figuraient les variantes expérimentales G2, équipées des redoutables canons BK-37 de 3,7 cm, menés par le talentueux Staffel-capitaine Hans-Ulrich Rödel. L'efficacité impitoyable de ces appareils était encore renforcée par la présence incessante des chasseurs-bombardiers FW-190 et des avions d'attaque au sol HS-129, armés de puissants canons anti-chars de 3 cm. Cette combinaison létale ciblait sans pitié les formations soviétiques, infligeant notamment de lourdes pertes à la 31e brigade de chars, alors que le maelstrom d'artillerie ennemie et d'attaques aériennes s'abattait sur eux. La 31e brigade de chars subit le poids de pertes importantes en blindés, leur armure succombant à la puissance destructrice de l'assaut de la Luftwaffe. Malgré des efforts valeureux pour progresser et avoir atteint la ferme d'État Komsomol vers 10h30, les vagues incessantes d'assaut aérien empêchèrent tout annoncer, ce qui forçait la brigade à adopter une posture défensive. L'absence continue de couverture aérienne aggrava encore la situation, leur difficulté les laissant vulnérables à l'assaut aérien impitoyable. La 5e armée de chars de la garde, armée de chars, rencontrait généralement des difficultés, signalant que les avions ennemis planaient constamment au-dessus de leur formation de combat pendant toute la bataille. En revanche, leurs propres avions, en particulier l'aviation de chasse, étaient jugés insuffisants pour assurer une défense efficace. Le rôle de la puissance aérienne dans la dynamique de la bataille de Prokhorovka était évident, les deux camps devant composer avec la complexité des opérations aériennes dans des conditions météorologiques difficiles. Pendant les combats acharnés, un homme nommé Werner Wolf allait recevoir la croix de fer de première classe pour ses actions lors de l'assaut russe sur la colline 252.2, où environ 150 chars ennemis s'y dirigeaient vers sa compagnie. Le chef initial fut tué, mais Wolf prit le commandement d'une compagnie sans chef, organisa rapidement une ligne de défense et déploya des équipes anti-chars pour sauver les SPW de la destruction. Ces actions ont jeté les bases d'une défense résiliente. Wolf n'a pas seulement redonné l'esprit combatif à des grenadiers épuisés, il a aussi insufflé une détermination inébranlable qui a résisté à l'attaque ennemie. Son leadership symbolisait la résilience.
Il a affronté et neutralisé un T-34 corps à corps et a tué le général commandant ennemi lors d'un combat singulier avec son poignard. Les actions de Wolf ont été déterminantes pour renverser le cours de l'adversité et créer une défense qui allait stopper l'avancée soviétique sur le champ de bataille de la Leibstandarte. Les combats se poursuivirent avec l'arrivée de nouveaux chars soviétiques. Parmi les défenseurs se trouvait Michael Wittmann, à la tête d'un peloton de 3 tigres. Ils avancèrent régulièrement à travers la scène chaotique, se frayant un chemin à travers les flammes et la fumée de l'herbe en feu en direction du T-34. « So ?» La voix de Michael parvint à la radio, avec une note d'urgence dans son ton. Une importante force de chars ennemis approche par devant. De nombreux chars, les équipages se préparèrent à l'arrivée de 25 chars soviétiques de la 191e brigade blindée, qui disparurent d'abord dans une vallée avant de réapparaître au sommet d'une colline, face à cette redoutable menace. Wittmann évalua calmement la situation. Les tigres, tels des vétérans aguerris, ajustèrent leur position pour faire face aux chars soviétiques qui approchaient. L'affrontement se déroula par une série de manœuvres calculées, chaque camp cherchant à prendre le contrôle dans ce théâtre de guerre en perpétuel changement. L'atmosphère était tendue, mais le leadership de Wittmann et les manœuvres tactiques de son peloton de tigres allaient déterminer l'issue de cette lutte continue sur le champ de bataille. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Aux commandes d'un groupe de 15 chars, le capitaine soviétique Paz Skripkin menait un T-34 dans une approche déterminée vers le peloton de Wittmann, criant des ordres. Il a exhorté ses camarades pétroliers à avancer, à le suivre en retour. Le Tiger de Wittmann riposta en tirant 2 coups bien placés qui atteignirent celui de Skripkin. Réservoir. L'échange de tirs a fait des victimes, Skripkin étant blessé et son équipage devant le secourir en toute hâte du T-34 désormais en flammes. Au milieu du chaos, le conducteur du T-34, imperturbable, est remonté dans le char, le transformant en un spectacle flamboyant alors qu'il fonçait en avant. Ce T-34 en flammes s'est précipité sur le Tiger du sergent-chef SS George Law, créant un affrontement dramatique et périlleux sur le champ de bataille. L'engagement à courte distance a mis en évidence l'intensité de la guerre des chars lors de la bataille de Prokhorovka, où la compétence, la stratégie et la rapidité de réaction ont joué un rôle déterminant dans l'issue de cette bataille insensée. Dans son récit de la bataille, le sergent-chef SS Georg Law a décrit avec force détail les moments intenses vécus sur le champ de bataille. Il a raconté que, tout à coup, une 50aine de chars ennemis ont foncé sur nous en formation de coins inversés, utilisant de petits bois et des haies pour se dissimuler. Les chars russes approchaient à toute vitesse, semblant vouloir engager le combat rapproché, pour compenser notre supériorité en blindage et en armement. L'ordre de bataille s'est désintégré face à l'assaut. Lutte a poursuivi. Un Tiger a été touché à bout portant, s'embrasant instantanément. Au milieu du chaos, j'ai réussi à détruire 2 T-34, dont l'un avançait vers moi, déjà englouti par les flammes. À la dernière seconde, j'ai habilement évité la menace enflammée qui approchait, une véritable bombe roulante. Cependant, les soviétiques, malgré des pertes dévastatrices, ont fait preuve d'une persévérance remarquable, maintenant une pression inébranlable et implacable sur le champ de bataille. Le tumulte des combats, avec ses flux et reflux, s'étendait des confins nord d'Oktyabrsk jusqu'au sud, l'étendue de Strojevoï. Les tentatives de la Leibstandarte pour avancer se sont heurtées à une opposition redoutable, avec des groupes de chars et d'infanterie soviétiques s'engageant dans une lutte féroce et acharnée. Le premier régiment de Panzer, confronté à une résistance soviétique déterminée, n'a pas pu progresser. Ils ont dû se replier sur Oktyabrskaya à 6 heures du soir. Simultanément, la 101e brigade de chars soviétiques, renforcée par la 170e brigade, est apparue comme une menace puissante, faisant peser le risque de couper la liaison entre la Leibstandarte et la Totenkopf au niveau du village stratégique de Vasilivity. Excusez-vous, sergent. Prenez le relais avec une distance de 300 mètres. Je vous cours avec un tir de potation. Non, d'après nos informations, il n'en reste que quelques centaines. Allez en reconnaissance pour que nous sachions combien ils sont. En ce moment, les grenadiers de la Leibstandarte se retrouvaient confrontés à un assaut écrasant de chars soviétiques et d'infanterie montée. La nature implacable et dynamique du conflit mettait en lumière la ténacité des deux camps, qui luttaient farouchement pour le contrôle lors de cette phase cruciale de la bataille de Prokhorovka. Le champ de bataille s'étendant sur la vaste étendue d'Oktobriaski à Stolivoï, la bataille était plus intense que jamais. Le vacarme assourdissant comme d'habitude, les cris des gens et la brutalité omniprésente. Un membre d'équipage d'un chasseur de chars a livré un récit saisissant de l'assaut incessant,
résumant cette expérience éprouvante par ces mots. Salve après salve d'Estra,